Bienvenue sur ce nouveau tuto Python. Alors on poursuit notre étude du langage et maintenant pendant quelques vidéos, on va s'intéresser à la notion de fonction. Et dans cette première vidéo, on va surtout voir la syntaxe de base de définition des fonctions. Alors une question légitime pourrait être, mais qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Alors en gros, ça fait déjà un petit moment depuis le début de ce cours qu'on parle de fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait des affichages en utilisant print. Bon, la fonction print, c'est bien une fonction, c'est marqué ici. Input, qu'on a utilisé pour demander des saisies à partir du clavier, notez, c'est elle aussi une fonction. Allez, histoire d'en citer encore une peut-être, sum, qui nous permettait d'ajouter toutes les valeurs numériques d'une liste ou d'un tuple. Eh bien oui, c'était bien une fonction elle aussi. Et donc une fonction, c'est quoi ? En gros, c'est quelque chose qui va nous permettre de factoriser notre code. Imaginez, dans votre programme, vous avez besoin à plusieurs endroits d'avoir la même chose. Sauf que cette chose-là nécessite un certain nombre d'instructions, imaginons 5 ou 6 lignes. Ce qui serait une mauvaise idée, c'est de copier-coller ces 6 lignes plusieurs fois. Parce que si jamais un jour vous voulez changer la manière de faire cette chose-là, vous risquez d'avoir plusieurs modifications à faire dans votre programme. Et puis qui plus est, votre programme il va grossir mécaniquement, et donc du coup il va devenir plus complexe aussi à maintenir. Donc au lieu de faire ça, on va définir une fonction qui va agréger ces 6 lignes de code. Et après cette fonction, on va pouvoir l'utiliser autant de fois que nécessaire. En vérité, faire un print, ce serait pas mal d'instructions pour arriver à faire des affichages sur la console. Pour pas que vous ayez à taper tout ce tas de code-là plusieurs fois, on vous a fait une fonction toute prête à l'emploi. Vous pouvez maintenant l'utiliser autant de fois que nécessaire dans un programme. On peut faire la même chose pour nos codes à nous. Du coup, on va essayer de définir notre première fonction. Pour définir une fonction, il y a un mot-clé à utiliser, et c'est très simple, c'est def. Def pour define. Ensuite, vous avez normalement le nom de la fonction que vous êtes en train de définir. Je vais commencer par un exemple bateau, un exemple de test. Donc pourquoi pas, je vais appeler ma fonction test. Vient ensuite une paire de parenthèses, et dans cette paire de parenthèses, normalement, on est censé avoir les paramètres de la fonction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a fait des prints, effectivement, on pouvait mettre des valeurs. Print OK. Ça, c'est un paramètre. D'accord ? On peut même en avoir plusieurs. Je pouvais faire print OK, virgule KO, virgule suite. Du coup, il est capable d'afficher tous mes paramètres. Si votre fonction à vous accepte des paramètres, vous devez les définir à ce niveau-là. Regardez, allez, je vais mettre un premier paramètre que je vais appeler first, un second paramètre que je vais appeler second, voilà. Et ensuite, on met le caractère 2 points. Alors le caractère 2 points, on commence à bien le connaître, on l'a déjà utilisé sur de nombreuses constructions, et donc c'est comme les while, c'est comme les if, ça va permettre de définir un bloc d'instructions. C'est le bloc d'instructions qui est associé à cette fonction et qu'on va pouvoir après réutiliser. D'accord, donc là, après, vous faites ce que vous avez à faire. Allez, pour le moment, je vais faire des choses vraiment bidons. Pourquoi pas, je fais un print de first, je fais ensuite un print de seconde, et puis pourquoi pas, je pourrais faire un print d'un message terminal. Pourquoi pas. Et après, la question, c'est comment on fait pour appeler une fonction. Pour appeler une fonction, il suffit de mettre son nom, d'accord, comme ici, print, d'accord, et derrière, on met les valeurs, les paramètres qu'on veut envoyer. Première idée pourrait être de dire, tiens, je fais un test de OK, KO, voilà, pourquoi pas. Et là, on constate qu'on a un petit souci. Alors, rien de bien méchant, je vous rassure, mais petit souci quand même. On a du surligné, d'accord. Et ça, c'est toujours le même sujet, on tourne autour du pot, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. C'est la fameuse PEP 8 qui nous embête encore. Alors pour rappel, la PEP 8, elle définit des règles de codage, des règles de bonne conduite en termes de style de programmation. Et donc on vous demande, quand vous avez une fonction, qu'elle soit un petit peu espacée du reste. S'il y avait quelque chose au-dessus, imaginons, là je fais un print démo. Vous voyez, c'est pareil, du coup j'ai du surligné qui apparaît à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'avant la définition de la fonction, on est censé trouver 2 blank lines, donc 2 lignes vides, d'accord ?
Voilà. Et après la fonction, c'est pareil, on est censé retrouver deux lignes vides. Regardez, je fais un double retour à la ligne et là, mes messages disparaissent. Cette fois-ci, tout est OK. Notez que si votre fonction, c'est la première des choses qui est présente dans votre fichier, dans ce cas-là, le double retour à la ligne en haut n'est pas une obligation. Dans ce cas-là, je peux faire comme ça, c'est légal, il n'y a pas de contre-indication particulière. Regardez, maintenant je lance mon programme et donc effectivement on affiche bien OK, KO et mon message final. Et du coup, cette fonction, maintenant, je peux m'en resservir autant de fois que je le veux. D'accord ? Si un petit peu plus loin dans le programme, vous avez de nouveau besoin de réinvoquer test avec, pourquoi pas, d'autres valeurs, regardez, je peux invoquer encore une fois ma fonction. Du coup, j'ai bien le premier appel qui a généré ces 3 lignes et mon deuxième appel qui a généré les 3 lignes suivantes. On a donc factorisé le code parce que ça, au lieu de le mettre plusieurs fois dans mon programme, je l'ai défini qu'une seule fois et je le réutilise autant de fois que je le veux. Bon, on est d'accord, cet exemple était un petit peu bidon, on va dire, il affichait des messages quelconques. On va essayer maintenant de s'attaquer à un exemple plus sérieux. Imaginons, pour votre programme, vous avez besoin de faire un calcul mathématique. Pourquoi pas, vous avez besoin de calculer une factorielle. Dans ce cas-là, vous pouvez définir une fonction de calcul de valeur de factorielle. Alors, normalement, je n'aurais pas fait ça. Normalement, on utilise la factorielle qui est déjà implémentée dans Python. Ce que je vais vous faire coder, ça existe déjà. Mais c'est un petit exemple, c'est un petit exercice, c'est pour s'entraîner. D'accord ? Donc, on va réinventer la roue et coder notre propre fonction factorielle. Du coup, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mathématiquement parlant, mais qu'est-ce que c'est qu'une factorielle ? Une factorielle, au niveau mathématique, ça se note avec un chiffre et un point d'exclamation, un nombre et un point d'exclamation. Et si j'imagine la factorielle de 4, par exemple, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. C'est le produit de tous les entiers qui sont compris entre 1 et la valeur pour laquelle vous demandez la factorielle. Donc en l'occurrence ici, c'est 24. Factorielle de 3, c'est 1 fois 2 fois 3, donc c'est 6. D'accord ? Et n peut être aussi grand que souhaité. Dans ce cas-là, il faut qu'il fasse tous les produits jusqu'à la valeur n. Bon, c'est une opération qui monte vite dans les tours. Là, vous voyez, très rapidement, on commence à avoir des valeurs impressionnantes. Parce qu'effectivement, à force de faire des multiplications par des nombres de plus en plus grands, ça monte vite dans les tours. Très bien. Donc, imaginons, on a besoin de coder cette fonction mathématique dans notre programme. On est parti. Donc, on va commencer, bien entendu, par le mot-clé def. On va trouver un petit nom pour notre fonction. Pourquoi pas fact, pour factorial, ça ira bien. Et puis, combien de paramètres ? La fonction factorielle est définie comme s'appliquant sur une valeur. Elle prend une valeur en entrée et calcule un résultat. Du coup, je vais prendre ma valeur en entrée. À partir de là, pourquoi pas, on pourrait partir d'une valeur courante qui vaut 1. On pourrait dire que le résultat de ma fonction, pour le moment, ça vaut 1. Et après, pourquoi pas, tant que mon courant est inférieur ou égal à value, dans ce cas-là, le résultat, je le multiplie par ma valeur courante. Et bien entendu, j'incrémente ma valeur courante pour passer à la valeur suivante. Arrivé à ce stade, normalement, dans Current, vous avez le résultat de votre factoriel. Ce qu'il convient de faire à ce niveau-là, c'est de dire ce que renvoie votre fonction. D'accord ? Il y a un mot-clé que je ne vous avais pas montré sur l'exemple précédent, c'est quand vous avez besoin de renvoyer un résultat, il faut utiliser le mot-clé return. Encore une fois, return, vous avez vu, c'est comme def, ou comme while, il est en orange, donc c'est bien un mot-clé réservé du langage. Et là, vous devez dire ce que vous renvoyez. Je return mon résultat. On va essayer pour voir si tout marche bien. Je vais commencer par faire un print de fact de 0. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu, mais il y a un petit cas particulier. C'est la factorielle de 0 est censée renvoyer 1. Comme on fait des multiplications, si on ne veut pas finir avec 0 systématiquement, il ne faut pas mettre la valeur absorbante. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc, je vais mettre l'élément neutre. Et l'élément neutre de la multiplication, c'est 1. D'accord ? Donc, factorielle de 0, ça renvoie 1. D'accord ? Si j'essaye mon programme en l'état,
on constate que tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que, en gros, quand j'ai mis 0 dans value, mon paramètre, là, quand il a été passé à la fonction, il a été récupéré ici, et donc mon paramètre s'est appelé value. J'ai attaqué ensuite mon current qui est égal à 1. Et d'entrée de jeu, est-ce que le courant, est-ce que 1 est inférieur ou égal à 0? Non. Donc du coup, dans ce cas particulier, ma boucle n'aura jamais déclenché. Elle n'aura pas fait de tour de boucle. On l'a passé d'entrée de jeu, d'accord? On l'a ignoré, et donc du coup, je retourne quoi? Je retourne la valeur de résulte, qui vaut combien? Qui vaut 1. Donc ça affiche bien 1, donc on a ce qu'on veut, c'est très bien. Maintenant, je vais prendre quelques autres cas. On va faire un factoriel de 2, non, de 3 quand même, factoriel de 4 et un factoriel de 6. Allez, pourquoi pas? Regardez, 2 fois 3, 6, fois 1, ça fait 6. Après 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. Et factoriel de 6, ça fait bien 720. Donc, a priori, notre algorithme fonctionne correctement. Au pire, vous pouvez vérifier ici vos résultats si vous avez le moindre doute. Super, là on a réussi à coder une fonction un petit peu plus sérieuse dans le sens où elle fait un véritable calcul, ici un calcul mathématique. Alors arrivé à ce stade-là, j'aimerais que vous compreniez 2-3 petites choses. Dans notre fonction, on a défini un paramètre et 2 variables. Ces variables, ce n'est pas la même chose que les variables que je vous ai présentées jusqu'à présent. Dans tous les tutos qu'on a passés précédemment, on avait affaire à ce qu'on appelle des variables globales. Ces variables globales, elles étaient globales au programme et elles étaient visibles dans tout le programme. Là, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une variable locale. Et une variable locale, c'est une variable qui n'est visible que dans le corps de la fonction, c'est-à-dire durant l'exécution d'un appel de la fonction. Au moment où je fais fact de 0, il va créer des variables temporaires. Elles vont durer quelques brefs instants, juste le temps de faire l'algorithme qui est là. Une fois qu'on va renvoyer la valeur, les variables locales vont être perdues. Il en va de même pour le paramètre. Le paramètre, c'est quelque chose qui est très très proche d'une variable locale. C'est un concept très très similaire. D'accord? Mais disons que ça, c'est des données d'entrée. Ça, c'est des variables que vous définissez dans le corps de votre programme. Mais sur le principe, c'est quasiment la même chose. D'accord? Et ces variables-là, elles ne vont pas survivre après l'appel. Une fois qu'on sera sorti de l'appel, elles auront été détruites. On aura renvoyé le résultat et on aura perdu les variables locales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici, vous essayez de faire un print de current, ça ne va pas bien se passer. Et notez que déjà, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, PyCharm vous le dit. D'accord, regardez, il vous dit quoi? Il vous dit que current n'existe pas dans ce contexte-là, parce qu'il n'y a pas de variable globale qui est nommée current. Alors imaginons qu'on n'ait pas vu ça, d'accord? On fait bouton droit run, et de toute façon, on arrivera au même résultat, d'accord? Il n'y a pas de variable globale current que je puisse utiliser à ce niveau-là. C'est pas possible, d'accord? Donc les variables locales existent que pendant un bref instant, à savoir le temps de l'exécution de l'appel à la fonction que vous venez de lancer. En sortie de votre fonction, vos variables locales sont perdues. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend des développeurs, mais les gens ne vont pas forcément toujours développer de la même manière. Imaginons, notre cahier des charges, c'est coder la fonction factorielle. On imagine, on est 10 développeurs, chacun dans son coin. Soyez-en convaincus, au final, il y aura certainement, pourquoi pas, 10 versions différentes du programme. D'accord? Et regardez, je vais vous proposer une autre variation sur cette factorielle. Celle-ci, je vais la conserver, mais je vais la commenter. Voilà, et je vais recoller une nouvelle définition à ce niveau. Ce que j'aurais pu faire, c'est me passer de current. Regardez ça, je vais le garder à la rigueur, je vais le mettre là, et je vais me passer de current. Je vais simplement dire que je démarre à 1, et je vais faire tant que valeur est supérieure à 1. Allez, je ne vais pas considérer le 1. D'accord? Parce que 1 fois n'importe quoi, de toute façon, ça fait n'importe quoi. Donc, à quoi ça sert de faire une multiplication en trop? D'accord? Donc, je vais m'arrêter à simplement faire tant que je suis supérieur à 1. Dans ce cas-là, je vais faire value fois égal mon paramètre.
Et comme je vous ai dit, le paramètre, ça a reçu la valeur que vous avez engagée lors de l'appel de la fonction, mais c'est très très proche de la notion de variable locale. Donc ça veut dire que ça vit juste durant un appel. En sortie de cet appel de factoriel, le paramètre sera perdu. Donc si je m'en sers et si je le fais varier, alors cette fois-ci je vais le faire décrémenter, bah ça va fonctionner. D'accord ? Tant que je suis supérieur à 1, bah, je vais le considérer. Je pars de la valeur qu'on m'a passée. Et puis du coup, bah, à chaque fois, je vais le décrémenter jusqu'à arrêter la boucle. Normalement, quand je vais arrêter la boucle, bah, je devrais sortir la bonne valeur. Regardez, on a toujours exactement les mêmes résultats. D'accord ? N'oubliez pas, hein, mes multiplications, que je fasse 1 fois 2, puis après 2 fois 3, puis après 3 fois 4, quoi, 6 fois 4, et ainsi de suite, bah, ça revient exactement au même que de le faire dans l'autre sens. Hein. Je peux d'abord faire cette multiplication, puis après la multiplication du résultat par 2, puis après la multiplication de ce résultat par 1. L'ordre d'évaluation de mes multiplications ne changera pas le résultat produit. Donc du coup, c'est ce que je fais là. Au lieu de varier de 1 à value, bah, je varie de value à 1. Et du coup, bah, je décrémente directement la valeur de mon paramètre. Bon, bah, les résultats calculés sont les mêmes. Alors à ce niveau-là, vous pourriez avoir un doute. Vous pourriez me dire, oui, d'accord, mais si jamais ici j'ai un paramètre x qui vaut 6, et si j'envoie factoriel de x, comme j'ai fait varier mon paramètre, est-ce que x a été altéré en chaque appel ? Et bien la réponse est non. X, c'était une variable, d'accord ? Quand je l'ai passé à mon appel de fonction, bah, la nouvelle valeur que j'ai considérée ici, c'était une copie de ma valeur. D'accord ? Donc j'ai décrémenté value, la copie, mais je n'ai pas touché à la donnée d'origine. Ce qui veut dire que si ici, en plus de ça, je m'amuse à afficher après x, bah regardez, x est resté inchangé. D'accord ? On a bien fait tomber value de 6 jusqu'à 1, mais par contre, on n'a pas touché à la variable globale. Ma variable globale, ici, elle est restée inchangée. D'accord ? Et mon paramètre a été une copie de cette variable locale. Donc n'hésitez pas à utiliser ce genre de mécanisme-là, ça peut marcher. Il y a des cas un petit peu plus subtils, mais pour le moment, je vais les passer. Donc voilà comment on peut coder une fonction factorielle. Donc c'est une seconde variation. Moi déjà, je l'aurais peut-être plus tapé comme ça. Ça c'est plus ma façon de faire à moi, parce que ça me permet d'éviter le nombre de variables locales et ça me fait réduire un petit peu la taille de mon programme. On verra même dans le tuto précédent qu'on aurait encore d'autres façons de faire, mais ça je les garde pour un petit peu plus tard. Ok, mais on reviendra sur cette fonction factorielle et on apprendra à la coder encore de au moins 2 autres manières différentes. Très bien. Donc bah, super, on a réussi à définir notre première fonction un peu sérieuse, la fonction factorielle. Alors petit conseil, quand vous définissez une fonction comme ça, vous pouvez la documenter. Ici, je vais pouvoir mettre cette fonction permet de calculer la factorielle d'une valeur. Ou sinon, vous mettez allez, value, allez, je vais le remettre en français, la factorielle d'une valeur. Et entre parenthèses, voilà, si vous voulez mettre la notation mathématique, pourquoi pas. Et puis après, vous pouvez ici compléter en rajoutant toute information nécessaire. D'accord ? Bon, je vais simplifier les choses pour le moment. Ce que je viens de définir là, ça c'est ce qu'on appelle un docstring. Alors vous pourriez me dire, c'est une chaîne multiligne. Oui, c'est vrai, c'est une chaîne multiligne. Mais notez que cette chaîne n'est pas affectée à aucune variable. Du coup, ça passe pour un commentaire de documentation, ce qu'on appelle un docstring. D'accord ? C'est la documentation de ma fonction. D'accord ? Pourquoi c'est bien de mettre ce genre de choses-là ? Parce que quand après des personnes vont relire votre programme, quand ils vont utiliser fact et qu'ils ne sauront pas trop ce que ça fait, il leur suffira de mettre la souris dessus. Et notez qu'ici, on retrouve quoi ? On retrouve le commentaire de documentation. D'accord ? Donc c'est très pratique pour les gens. Dans le même ordre d'idée, regardez, je la prends ma fonction,
je la copie et je viens la coller dans un interpréteur interactif. Regardez, je la colle, voilà, et du coup, j'ai défini ma fonction. Regardez, si je fais un fact de 6, tout va bien, elle est bien correctement existante. Bah, si je fais un help de factoriel, bah, vous avez vu, on retrouve à ce niveau-là bah, le message par rapport à notre factoriel. C'est l'aide en ligne, si vous voulez. Donc, je vous conseille, quand vous définissez des fonctions, de définir éventuellement un petit docstring pour dire ce que fait cette fonction. On peut dire des choses plus ou moins complexes. Je vous rappelle, alors, si je reprends par exemple la fonction print, bah, effectivement, à ce niveau-là, la documentation était un petit peu plus sérieuse et notamment, on expliquait un petit peu toutes les possibilités de paramètres et ce à quoi ça correspond. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. Là, vous pourriez revenir ici et dire que value, 2 points, et puis dire que c'est la valeur pour laquelle calculer la factorielle. Pourquoi pas? Et puis vous rajoutez toute autre information utile à la compréhension de votre programme. Bon, parfait pour cette fonction. Allez, je vais encore vous montrer 2-3 petites choses. Avant de vous montrer le code, déjà je vais vous montrer que ce que je vais faire, c'est des choses qui sont couramment faites dans les fonctions prédéfinies de Python. Regardez, je vais importer un module qui s'appelle math. D'accord, ce module, il est standard dans Python et il nous fournit un certain nombre de fonctions mathématiques. Ça tombe bien, nous aussi, on était en train de faire des fonctions mathématiques. Si là, vous faites un dir de math, ça vous permet d'afficher le contenu de ce module. Regardez, je vais grossir un petit peu, voilà. Vous avez toutes ces fonctions qui existe en tout cas avec mon Python en version 3.9. J'insiste sur ce point de détail là, c'est juste parce que je sais qu'en Python 3.10 on va avoir une nouvelle fonction qui va apparaître. Donc du coup, au fur et à mesure que le langage s'enrichit, certains modules existants s'enrichissent eux aussi. On aura bien entendu bientôt la racine cubique. CBRT, la fonction va s'appeler CBRT. Bon, point de détail. Ici, j'ai des fonctions donc, qui me sont proposées. Très bien. Les plus curieux d'entre vous auront noté que ici, on avait la fonction factorielle. Point de détail. Allez, tiens, pourquoi pas? Je vais m'appuyer sur cette fonction factorielle. Si je veux invoquer le factoriel de Python, je fais math.factorial. C'est la fonction factorielle qui est définie dans le module math. Regardez, là, je ne l'appelle pas. Je mets juste math.factoriel. Il me dit bien que c'est une fonction prédéfinie du langage. D'accord? Et donc, si je mets factoriel de 6, tout se passe bien, et il me dit que ça fait 720. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je passe une valeur non cohérente? Imaginons, je passe Toto. Là, on a une erreur qui nous est produite. Cette erreur, elle est de type type error. D'accord? Et il nous dit quoi? Il nous dit que la factorielle, c'est un concept mathématique qui ne peut s'appliquer que et uniquement que à des entiers. Donc du coup, il est incapable d'évaluer ma factorielle. Donc j'ai un message d'erreur. Dans le même ordre d'idée, les matheux savent que la fonction factorielle est définie que sur des entiers positifs et pas négatifs. Donc fatalement, si j'envoie une valeur négative, d'accord, il me fait un value error. D'accord, c'est un autre type d'erreur et effectivement, ce n'est pas défini pour les fonctions négatives. Bon, mieux que ça, il ne pouvait pas nous le dire. Voilà. Or, moi, j'ai défini ma fonction factorielle. Tout à l'heure, je l'ai engagée, elle est là. Donc, j'ai bien ma fact à moi. Qu'est-ce qui se passe si je fais fact de moins 4 ou de moins 6? Le problème, c'est que de toute façon, c'est même pas défini, cette chose-là. Donc, si ça avait calculé un résultat, déjà, je ne saurais pas trop ce que ça calculerait. Mais là, en l'occurrence, c'est pire que tout. Si je reprends mon algorithme, je pars de la valeur qu'on m'a envoyée, moins 6. Et je vais faire une boucle qui va décrémenter ma variable, d'accord? Mais tant que quoi? Tant qu'on est
supérieur à 1. D'accord? Donc du coup, comme on ne sera jamais supérieur à 1, regardez, je vais lancer je vais le lancer d'ici, je vais lancer le calcul, il me renvoie directement un résultat. Et au lieu de me dire que ce n'est pas défini, là il me renvoie une valeur qui n'a même pas de sens, c'est même pas cohérent au sens mathématique du terme. D'accord? Donc là, il y a un petit souci au niveau de cette fonction, c'est qu'on n'a pas vérifié les données d'entrée. Les données qu'on me passe à ma fonction, des fois, elles ne sont pas cohérentes, tout simplement. Regardez, ça on peut le gérer. D'accord? Vous pouvez rajouter dans votre fonction des checks, des contrôles, d'accord, pour vérifier que tout est cohérent. Je vais commencer à faire une première chose. Si je n'ai pas une instance d'entier, regardez, je dis ça comme ça s'écrit de cette manière-là. If not isInstance. Alors isInstance, c'est elle-même une fonction. Alors, regardez, isInstance, voilà, c'est encore une fois une autre fonction prédéfinie du langage. Cette fonction, elle prend deux paramètres, d'accord, une valeur et un type. Et si elle va faire son calcul, mais si le type qu'il va extraire de cette valeur n'est pas compatible avec ce que j'ai là, ça vous renverra false. Si par contre, il y a bien compatibilité de type, ça renvoie true. Du coup, je peux faire un if. D'accord? Bon, là, j'inverse le résultat, mais en tout cas, je vais dire si je n'ai pas un entier, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous montre un nouveau mot-clé. On en reparlera dans des tutos un petit peu plus tard, mais je commence à faire une présentation, on va dire. Il y a le mot-clé rise qui permet de déclencher une erreur. Et là, je vais déclencher une erreur de type type error. Et là, je vais mettre quoi? Factorial is only defined for integers. Pourquoi pas? Je peux même faire l'autre test, à savoir que si ma valeur est inférieure à 0, dans ce cas-là, c'est mathématiquement non défini. Dans ce cas-là, je fais un rise value error et je dis que la factorielle ne peut pas travailler sur des valeurs négatives. Allez, regardez, je le prends comme ça, je ne me complique pas la vie, je triche un peu en récupérant le message de Python. Alors là, vous pourriez me dire, il ne faut pas mettre un elif ici, et il ne faudrait pas mettre un else pour cette partie-là. Alors vous pourriez, d'accord, si vous le faites comme ça, et si là vous me faites un else, dans les faits, ça marchera très bien. Pas de problème, d'accord, et j'ai 3 cas considérés ici. Mais ce n'est pas une obligation. Pourquoi ce n'est pas une obligation? Parce qu'en vérité, si on fait un rise, d'accord, ça arrête l'exécution de votre fonction. Donc si à un moment donné, cette instruction déclenche, les codes qui suivent ne seront jamais exécutés. D'accord? Parce qu'on produit une erreur et que l'erreur arrête, ça stoppe l'exécution de votre fonction. Donc du coup, si je suis là, c'est que forcément j'avais bien un entier. Donc je n'ai pas forcément besoin de faire le elif pour protéger ce second test. Ça marcherait très bien. Bon, à vous de voir comment vous voulez gérer ce cas de figure-là. Moi, personnellement, je l'aurais écrit de cette manière-là. C'était pour vous montrer ce style de codage. Et ne perdez pas de vue que rise suspend l'exécution de votre programme. D'accord? Bon, pour le moment, tout se passe bien. Par contre, si j'essaye de faire une factorielle de Toto, il me dit que ça ne marche pas. On a bien un type error qui a été produit. Et si j'essaye de faire une factorielle sur -5, j'ai une autre erreur qui est déclenchée qui me dit que ça ne va pas au niveau de ma valeur. D'accord, je suis en dehors du domaine d'intégrité de ma fonction. D'accord, elle n'est pas définie pour des valeurs négatives. Là, on a une fonction qui du coup est un petit peu plus robuste. C'est-à-dire qu'avant d'enclencher son traitement, d'abord je vérifie les données qui me sont fournies en entrée de ma fonction. Si tout est correct, je poursuis l'exécution. S'il y a le moindre souci, je déclenche une erreur. Il faut savoir que ces types d'erreurs, on peut après les intercepter. On verra ça plus tard dans des futurs tutos. Pour le moment, je ne me focalise pas trop sur ces sujets-là. Mais par contre, il peut être intéressant que la fonction notifie l'appelant qu'il y a quand même un souci si jamais elle ne peut pas poursuivre son exécution.
D'accord? Et en Python, hein, c'est le moyen normalisé d'indiquer qu'il y a une erreur. Hein. D'accord? C'est de déclencher des erreurs de ce type-là, de déclencher des exceptions. Ces choses-là, hein, on parle d'exceptions. Bon, bah c'est parfait. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, ma fonction, elle est plutôt bien. Et notez que du coup, bah, elle ressemble quand même étrangement à celle qu'on a au niveau bah, de la librairie maths de Python. On a grosso modo fait à peu près la même chose que ce qu'on avait ici. Bon, eh ben, j'espère que ces quelques premières explications sur les fonctions sont claires. Voilà. À savoir, je suis très loin d'en avoir fini avec ces notions de fonctions. Hein. Il me faudra encore plusieurs tutos pour explorer ce sujet. Dans tous les cas, avant d'aller plus loin, moi je vous conseille de vous entraîner. Donc n'hésitez pas à reprendre bah, mon site web. Donc vous vous souvenez, c'est cours.fr. Vous allez sur l'adresse qui est là, vous cliquez au niveau de la section Python et vous allez dans le tuto qui est ici. D'accord? Nous, on est sur le chapitre relatif aux fonctions et donc c'est le chapitre de base à ce niveau-là. Et donc bah, vous retrouverez au passage tous les autres tutos si vous en avez loupé. Hein. Et puis surtout sur cette page, bah, je vais mettre quelques exercices à réaliser hein, pour s'entraîner à coder d'autres fonctions. Donc essayez de me faire ces petits exercices avant de passer à la suite. Voilà. Bon, bah, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Et puis, pourquoi pas à repartager la vidéo avec vos collègues. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye.